Comment ça va? Ça va et toi? Je suis content de te voir, ça fait longtemps. Moi aussi. Bonjour à tous. C'est une voix qu'on n'entendra plus. Mon ami Philippe Mollet nous a quittés et j'avais envie de lui rendre hommage dans ce balado parce que Philippe m'a suivi depuis mon arrivée au Québec il y a presque 20 ans. C'est la moindre des choses, j'en avais envie tout simplement et je me souviens qu'en 2020, c'est Philippe que j'ai appelé en premier pour lui demander son avis sur le lancement de ce balado, après l'équipe de la Grande Gourmandise et notamment Manon bien sûr. Comme à chaque fois qu'on se voyait ou qu'on se parlait, il était enthousiaste, il m'a dit « Vas-y, fonce, comment je peux t'aider ?» a-t-il même ajouté, comme toujours évidemment. J'ai eu la chance d'enregistrer une de nos conversations en pleine pandémie, en octobre 2020. Philippe gérait alors le restaurant du musée Pointe-à-Calière dans le Vieux-Montréal et j'ai eu envie de partager ici quelques beaux extraits de nos échanges. D'abord, je lui ai demandé de raconter son arrivée au Québec. C'était au début des années 80. Je suis arrivé ici, moi, au niveau de l'ITHQ. J'ai officié au niveau du centre de recherche pendant 7 ans et j'ai été mandaté par l'ITHQ ensuite en Afrique, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour un travail justement dans une école hôtelière à Abidjan, subventionné par le Canada et le Québec en particulier avec l'ITHQ. Avant d'être ici, tu étais dans les îles, au soleil, en Polynésie, à Tahiti. Tu as été au Japon, tu as été en Afrique, tu le dis. Est-ce que tout ça joue dans ce que tu fais dans ta cuisine québécoise, quelque part? Est-ce qu'il y a des influences toujours? De toute façon, il faut bien comprendre qu'au fur et à mesure des années, la cuisine, l'alimentation a évolué considérablement. Un exemple, c'est les sushis qui étaient marginalisés il y a quelques années, sont devenus aujourd'hui plus que populaires. Maintenant, il faut savoir, est-ce qu'il y a des bons sushis, des mauvais sushis? Oui. Alors oui, la gastronomie a évolué, oui, l'alimentation, oui, les producteurs aujourd'hui ont grandement évolué au niveau du Québec parce qu'on retrouve quand même une quantité de produits fabuleux, astronomiques. On peut autant parler des fromages que de la bière, des microbrasseries, que des alcools. Je pense au port du Rang 4 ou à Charlevoix avec les viandes biologiques de Charlevoix. Donc il y a autant de produits aujourd'hui qui permettent à un restaurateur ou à un traiteur de fonctionner très très bien. Il n'y a plus de problème. Puis on n'est plus du temps où on faisait venir d'ailleurs des bons produits. Aujourd'hui, on trouve aussi bons, sinon meilleurs ici au Québec. Oh, absolument. Et puis on parle d'écologie, on parle de circuits courts. Pas de raison de faire venir des fromages d'Europe quand on peut avoir une qualité, je pense par exemple à l'île aux grues ou qui fait des produits, ou le Louis d'Or qui font des fromages d'exception. Puis tous les autres, que ce soit du pain, on a tout au Québec maintenant pour bien fonctionner. Retournons en arrière, quelques dizaines d'années en arrière, en France. C'est quoi ton premier souvenir de la nourriture? Mon premier souvenir de la nourriture, il n'est pas nécessairement fantastique parce que j'ai travaillé chez Le Nôtre à Paris. Donc, c'était de lever à 3 heures du matin, prendre le bus qui nous emmenait à Plaisir dans les Yvelines. Et si on avait le malheur de se planter une fois de temps en temps, comme ça m'est arrivé, on prenait l'argent qu'on avait eu durant un mois pour le dépenser en taxi pour pas arriver en retard ou pour essayer de se faire moins engueuler. Donc, c'est un souvenir un peu particulier, mais j'ai un souvenir plus profond qui est un souvenir familial parce que en Europe, l'alimentation, c'est sacré. Je me rappelle encore que quand on mangeait, d'abord, premièrement, on mangeait le dimanche, il y avait des rituels, que ce soit le roast beef, le poulet ou ainsi de suite. Et on s'habillait, on venait à table. Et quand on avait fini, ma mère disait, bon, qu'est-ce qu'on mange ce soir, quoi? Donc le premier souci, c'était de manger. Et c'est resté quand même longtemps, même si là encore, ça a changé aussi, parce que dans les familles, ça a beaucoup évolué. Mais c'est le premier souvenir avec la gastronomie. C'est ce qui m'a donné le goût aussi de rentrer dans la gastronomie. Puis après, en parcourant des maisons comme chez Le Doyen ou comme chez Le Nôtre, on s'aperçoit qu'on tombe dans une autre rigueur. Là, c'est un professionnalisme à tout égard où l'erreur n'est pas permise. C'est quasiment militaire, hein? C'est militaire, c'est militaire. Ça l'est moins aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas le choix. Et aussi, il y a eu mai 68 depuis. Mais ça l'était en tout cas. Et il y avait un respect, il y avait une rigueur. Puis on voulait absolument faire ces grandes maisons parce que ces maisons nous enseignaient ce qui ne s'enseigne plus, malheureusement, ni au niveau des écoles hôtelières, ou presque plus, ni aujourd'hui même dans ces grandes maisons. Des bases, une qualité de produit fini. Je pense à... je vais donner un exemple qui semble un peu surfait pour bien des gens, mais ou même peut-être irréaliste, c'est la truffe. J'ai jamais vu autant de truffes de ma vie que lorsque c'était la saison des truffes chez Le Nôtre. Il fallait, ou en tant que commis, je passais mes journées à brosser les truffes, non pas à les manger ni à les couper, mais à les brosser. Alors, il est certain qu'aujourd'hui, tous ces ingrédients, que ce soit la vanille, la truffe, l'huile d'olive, on les utilise, mais on les utilise parcimonieusement. Tandis que quand, à une certaine époque, c'était des produits nobles, mais qu'on voyait quand même dans une société assez presque couramment. Et puis,
Par la suite aussi, on change. Moi, je pense aujourd'hui, je suis persuadé que la grande cuisine, c'est pas nécessairement des produits chers. Une bonne pomme de terre me réjouit. Une tomate mûrie sur le plan avec un filet d'huile d'olive, un peu de fleur de sel me réjouit grandement. Donc, ce ne sont pas nécessairement des produits. Bon, j'aime toujours la vanille. La vanille de Tahiti reste exceptionnelle. On ne peut pas se passer d'une senteur de vanille. C'est là où ça fait toute la différence dans un gâteau, dans une crème anglaise ou dans n'importe quelle préparation, tu le sais bien. Mais il faut aussi savoir vivre humblement, simplement, avec des légumes du jardin, avec des produits plus sains, avec des cochons qui sont élevés de la bonne façon, comme le fait Damien Girard avec les viandes biologiques de Charlevoix ou les gens du Rang 4. Il faut qu'on soit, en tant que chef, conscientisé à cette harmonie, à cette utilité des produits gourmets. Et je pense que la planète va mieux s'en sortir. Puis comme chaque fois qu'on se croisait ou qu'on échangeait, les sujets gourmands étaient nombreux. Souvent, on jasait olives, érables, vanille, de plein d'autres sujets gourmands. En fait, j'adorais l'écouter. J'écoutais plus que je parlais. Peut-on acheter de l'huile d'olive à 5 $? Ma réponse est non. Peut-on acheter du café à 2,25 $ la livre? Ma réponse est non aussi. C'est un peu comme tout. Est-ce qu'on peut acheter une voiture à 3 500 $ aujourd'hui? Ben non, ça n'existe plus. Alors, c'est relatif tout ça, puis il y a souvent malheureusement des faussaires qui ont très bien compris le jeu de tout ça, qui se glissent à travers ces méandres et qui vont vous vendre de l'huile qui est en fin de vie, donc qui est presque en périmée, parce que l'huile rancit, hein, c'est un corps gras qui rancit très vite. Donc, à un moment donné, on achète à une fin de l'eau et puis on dit il faut le sortir au plus vite, donc on le met un gros spécial et voilà ce qui est une mauvaise huile d'olive. Je pense que les consommateurs sont en droit de savoir aujourd'hui, grâce à l'étiquetage, grâce à la provenance. Si on voit une huile d'olive qui est empaquetée, comme j'ai vu souvent le cas, empaquetée à Toronto. D'abord, empaquetée, on ne dit pas, on aurait pu dire emballée ou embouteillée. Empaquetée à Toronto, ça veut strictement rien dire. Il faut que les gens aient conscience qu'une huile, elle est bonne que lorsqu'elle vient d'un lieu dit, d'un moulin précisément, ou d'un producteur précisément. Et les bonnes épiceries fines le savent très très bien. Souvent, je lui demandais ce qu'il avait mangé dernièrement ou juste avant qu'on se rencontre. Et la plupart du temps, c'était simple, facile, parfois déroutant. Avant qu'on se rencontre, j'ai mangé une saucisse de Toulouse. Parce que j'avais faim. J'étais en train de faire des Toulouse aux lentilles. Donc, ça explique bien. Par contre, c'est des Toulouse qui sont faites par mon ami Marcel Épaté du marché Atwater à Montréal. Et je sais que la qualité des produits qu'ils mettent dedans sont des produits de qualité. Il n'y a pas de nitrite d'ajouter. Autrement, moi, je vais rechercher relativement la simplicité. Tu sais, les grands repas de fête à 7, 8 services, je ne suis plus d'accord. Premièrement, je ne les supporte plus. Je ne suis plus capable. Puis, je ne pense plus qu'il y ait d'intérêt. Je me souviens encore quand je suis arrivé au début avec les grands conseils gastronomiques qu'il y avait dans les hôtels ou dans les restaurants. On disait pas de pain sur la table, 7 services, ça pue de sa raison d'être. Et le pain a, lui, sa raison d'être aujourd'hui, lorsqu'il est bon, lorsqu'il est bien fait. Ça fait partie de l'intégration d'un repas, d'un bon repas. Et je dirais qu'à cet avantage, il y a toute une clientèle jeune qui a appris, comme pour le vin, hein, on le voit avec la SAQ, on voit avec le choix des produits. Bon, c'est un peu la même chose avec les cours de cuisine qu'il y a eu à droite à gauche, avec l'évolution, on parlait avec les chefs aussi, les nouveaux chefs qui se sont impliqués. Bon, il y a eu un engouement vers une cuisine un peu différente, métissée, avec des partages d'Asie, avec des partages d'Océanie, avec des partages de partout, où les gens vont intégrer le lait de coco maintenant avec de la tomate ou avec n'importe quelle recette. Donc il n'y a plus de contraintes comme on aurait pu dire il y a quelques années. Et ça, c'est tant mieux. Philippe est né en France, il a vécu en Afrique, il a vécu au Japon et à Tahiti aussi, où il a croisé des personnalités importantes. J'ai un repas qui me reste en tête parce que j'ai eu l'occasion de servir Valéry Giscard d'Estaing, l'ancien président français de la République, il y a quelques années à Tahiti. J'avais outré le service de garde et les majordomes du président en lui disant qu'il était en retard et qu'une soupe en croûte ne pouvait pas attendre même un président. Et bon, alors c'était un repas d'exception. Puis j'ai eu un repas avec Brel, Jacques Brel, que j'ai bien côtoyé au fil de ma vie, qui était un repas exceptionnel où on avait dépassé les limites du restaurateur et du chanteur. C'était devenu des chums qui avaient bu un bon coup. Et puis là, c'était quelque chose qui devenait exceptionnel, quoi. Alors, des repas, bien sûr, il y en a tout le temps, des repas mémoriaux dont on se souvient. Mais ça, c'est des souvenirs qui m'ont marqué parce que l'homme était tellement grand
dans tous les sens du terme, et au niveau des centimètres et au niveau de la grandeur du personnage, qu'on ne peut pas oublier des personnages comme Jacques Brel ou autres. C'est des instants présents qu'il faut vivre. Puis j'ai eu cette chance il y en a eu d'autres, il y en a eu beaucoup d'autres, mais puis il y a eu des repas négatifs aussi, des fois où on se casse la gueule. À un moment donné, parce qu'on va s'apercevoir que quelqu'un s'est trompé, a mis du sel à la place du sucre. Et là, on arrive en milieu de service, on se rend compte que les desserts sont immangeables. Donc, il faut réagir très vite. Ça m'est arrivé il y a 2 ans sur la Côte-Nord. Il a fallu réagir très, très vite. Alors, c'est des choses comme ça. Mais ça fait partie du métier où un chef de cuisine doit veiller à ça. Et ce sont ses responsabilités. Mais on ne veut pas trop quand même d'adrénaline de ce genre-là quand même. Si je dois te faire plaisir, je t'invite, ou on va manger quelque part, c'est quoi qui te fait plaisir? Qu'est-ce que tu aimes manger? Un boudin avec une purée de pommes de terre bien faite. Aussi simple que ça. Non, c'est bien fait. Une terrine de lapin que tu vas faire chez toi parce que le lapin était bien élevé. Il a mangé des carottes toute sa vie, il est poli. Mais non, mais quand je veux dire, c'est pas besoin de me mettre du caviar ou de la truffe. Ça ne veut pas dire que j'aime pas ça, mais en fait, je vais me régaler avec les repas de tous les jours quand ils sont bons. Je parlais de donner l'exemple de la tomate tout à l'heure. Une salade de tomates avec un bon concini quand c'est bien, quand c'est un bon concini de Bufala qui est vraiment frais, quand on est en pleine saison du basilic, quoi de meilleur? Je n'irai pas chercher ailleurs là, dans ce cas-là, donc pour moi ça me convient très bien. Comment est-ce qu'on peut définir aujourd'hui la cuisine québécoise? On s'entend qu'elle a évolué. Quand tu es arrivé il y a 40 ans, on n'était pas où on est aujourd'hui. Il y a une cuisine régionale, un peu partout à travers le monde. Il est normal que quand on soit dans le sud de l'Italie, qu'on utilise des tomates, de l'huile d'olive de Sicile ou qu'on utilise des produits spécifiques. Bon, il est normal quand on est au Québec, pour un cuisinier qui se respecte et qui se doit, d'utiliser des produits du Québec. Est-ce qu'on parle d'une cuisine québécoise? Pour moi, la cuisine québécoise, je l'associe à la cuisine traditionnelle. Je l'associe à la cuisine, j'allais presque dire de maman ou de grand-maman, qui reste en valeur. Il ne faut pas l'occulter, cette cuisine-là. Elle a une raison d'être, surtout quand on reçoit, quand on se retrouve en famille. Une bonne tourtière faite maison sera aussi bonne qu'une tourtière de chef qui va mettre du foie gras, qui va mettre du canard confit. Pour moi, c'est autant de valeur. Un pâté chinois, quand c'est bien fait, c'est bon, au même titre qu'un bœuf bourguignon s'il est bien fait. Donc, quand on parle d'une cuisine québécoise, il faudrait d'abord définir ce qu'est la cuisine québécoise. Est-ce que c'est une cuisine, est-ce que c'est la soupe au pois qui est québécoise? Bien que la soupe au pois existe depuis toujours. Est-ce que, je parlais du ragoût de boulette qui est vraiment une spécificité québécoise. Donc, est-ce que c'est ça la cuisine québécoise ou est-ce que c'est de prendre du thon rouge et de le mélanger avec, je cherche avec des canneberges et puis avec un zeste d'orange et de la sauce wasabi, puis de dire on fait une cuisine québécoise. Pour moi, c'est une cuisine métissée, je reviens encore avec ça. Et c'est pour ça que j'associe plus la cuisine québécoise à une cuisine régionale de typicité particulière, un peu comme je le ferais pour la cuisine espagnole avec la paella ou un risotto en Italie ou les escargots en France ou ainsi de suite, quoi. Avec toujours de l'érable. Tu es un ambassadeur de l'érable, tu aimes l'érable, tu manges, tu bois, tu utilises de l'érable quasiment tous les jours. Pourquoi ce produit-là? Parce que c'est un produit phare. Parce que quand on parle de produits d'exception au Québec, alors voilà une entité culinaire et culturelle. L'érable, ça coule de l'arbre, c'est nos veines, les veines de la sensibilité. Il y a cette prédominance aussi qui fait que l'érable a toujours été un produit, j'allais dire, d'utilité. Très longtemps connu comme un produit d'utilité dans les foyers québécois, puis on mettait du sirop d'érable, mais sans en utiliser les bienfaits ou tout ce qu'on pouvait aller soutirer au niveau de recettes. Alors, quand moi j'ai découvert ce produit il y a tout à fait au début, ou plusieurs années, je me suis dit, mon Dieu, on parle de vanille, mais on parle d'huile d'olive, mais on a un produit similaire qui s'appelle le sirop d'érable. Premier producteur au monde, 77% de la production mondiale, c'est ici. Pourquoi ne pas valoriser cette culture? Pourquoi ne pas valoriser les producteurs acéricoles qui vont en retirer un bienfait? On fait vivre notre économie, on fait vivre plein de monde, et de plus, on a du plaisir en plus. Alors, pourquoi s'en priver? Donc moi, j'ai découvert non seulement la récolte de l'eau d'érable, que l'on a complètement négligé au niveau de la cuisine ici au Québec, et c'est bien dommage, qu'il y a plein de choses à faire. On a travaillé bien sûr avec le sirop. On connaissait un sirop qui était un sirop plus foncé. On a découvert qu'il y avait des sirops plus fins.
donc à utiliser par exemple pour la vinaigrette ou certains plats comme le sirop plus doré. Et puis on a découvert qu'il y avait des sirops très foncés qu'on va utiliser dans certaines conditions, soit pour la transformation ou par exemple dans des gâteaux ou des sauces ou des choses qu'on veut un peu plus relevées, corsées. Bon, même chose pour les sucres. Il existe plein de granulométrie des sucres d'érable. Ben, les gens ne le savent pas ou sont carrément pas capables de les trouver. C'est dommage parce qu'on va aller chercher des sucres qui viennent de Madagascar, qui viennent d'ailleurs, qu'on va retrouver, qu'on va payer très cher. Puis quand on a notre propre sucre d'érable, on nous dit ben non, mais on n'est pas capable de l'avoir. Alors c'est un peu pour ça que moi je me suis engagé avec la restauration et avec la Fédération des producteurs acéricoles pour promouvoir ces produits qui sont des produits pour moi d'exception, qui doivent être connus au Québec d'abord pour commencer, dont on devrait être fier, puis qui ensuite doivent rayonner dans le monde entier. Puis le sirop d'érable devrait être sur les tables. Quand on va déjeuner, c'est un supplément. On nous donne du sirop de poteau, on nous dit « Voulez-vous du sirop d'érable ?» Ben oui, mais c'est un supplément. Il me semble que ça devrait être la base. Ça, c'est complètement anormal. Et ça devrait être puni. On devrait prendre ces gens-là, les attacher à un poteau et badigeonner de sirop d'érable et laisser venir les fourmis, tant qu'à moi. Mais c'est inconcevable et je nommerai personne parce que c'est pas le but. Qu'il y ait des gens au petit déjeuner qui se vantent d'être très québécois au niveau de la visibilité et qui justement vous servent du sirop de maïs, alors que incluez le sirop d'érable dans votre prix puis mettez du sirop d'érable de grâce. C'est totalement inconcevable pour ma part. C'est comme si on était dans l'exemple en pleine Andalousie, hein, on serait en train de manger une salade de tomates dans des maisons, dans des haciendas en Andalousie, et qu'on nous servait une huile d'arachide. On dirait, attends, ça va pas, là, il y a des milliers d'oliviers autour, puis on est en train de nous servir une huile d'arachide. Aucun sens, quoi. C'est pour ça que je pense qu'il y a aujourd'hui, il faut le dire, moi j'ai pas peur de le dire, j'ai plus rien à perdre, de toute façon, il faut avoir la conviction de ces valeurs et de ces idées, puis dire qu'on dénonce ce genre de choses parce que c'est anormal que quelqu'un puisse servir dans un restaurant qui se veut à caractère québécois du sirop de maïs, qu'on appelle communément du sirop de poteau. C'est tout. Puis le sirop d'érable ou le sucre d'érable ou le beurre d'érable, c'est pas juste sur une crêpe ou une toast. Donc, aller outre le jambon glacé à l'érable, les grands classiques, mais qu'il y a tellement de choses à faire avec ce produit. Puis ensuite, on peut le mélanger, on peut l'intégrer. Un exemple, si vous faites cuire des rapinis ou des endives qui sont relativement amères, ben mettez un peu de sirop d'érable dans votre bouillon, puis vous allez voir que ça change radicalement la chose. Alors, c'est ça un peu, Marc, c'est d'arriver, d'utiliser un produit phare qui est le sirop d'érable et de l'amener à un niveau de la gastronomie. C'est notre rôle aussi en tant qu'ambassadeur, mais aussi en tant que cuisinier aussi. Le temps des fêtes arrive dans quelques semaines. Est-ce que ça a une signification particulière pour toi, la personne, ou toi, le chef? Ça a d'abord une connotation, je dirais, familiale. Ça a eu pendant des années une connotation religieuse, parce que je suis croyant. Ça l'est moins parce que je ne vais plus à la messe et Dieu m'en confesse. Mais ça avait surtout une tradition familiale de regroupement, de rassemblement où on mangeait bien. Donc c'était, moi je suis issu du bord de la mer, hein, donc c'était les huîtres, c'était une volaille. Ça fait drôle de dire ça quand je vais dire ce que je vais dire, mais je me souviens, et mes parents étaient vraiment pas riches. C'était pas des gens riches, c'était des gens plutôt dans la moyenne. Et dans les communions que l'on faisait en famille ou dans les fêtes, on mangeait de la langouste. Parce que mon père était en meunier, il y avait des contacts avec des pêcheurs. Et alors, il trouvait toujours le moyen d'aller chercher une ou deux langoustes, et puis on mangeait de la langouste avec des huîtres. Et c'est drôle parce que quand on dit ça de gens moyens, mais tu sais, il suffit de regarder dans le temps, si on remonte plus loin au Moyen-Âge, les gens mangeaient de la truffe parce que la noblesse n'en voulait pas. C'était les rondes sorcières et c'était ça. Après, les volailles de grains dans toutes les fermes, c'était normal de manger un poulet de grain. C'est les poulets de batterie qui ne sont pas normaux. Alors, aujourd'hui, un poulet de grain, c'est devenu un produit de luxe. Alors, tout ça, là, ramène un peu les choses dans un contexte. Donc, Noël, pour moi, c'est sûr que c'est une fête de rassemblement, une fête de famille, la fête des enfants aussi. Parce qu'on a toujours cette image, un peu un stéréotype de feu de foyer, le chien, la chaise berçante, et puis les enfants qui cheminent. Je veux dire que c'est encore ça. Et puis la neige, parce que Noël, un Noël, je l'ai vécu sous les tropiques. Un Noël à Tahiti, un Noël en Afrique, c'est pas un vrai Noël.
Il manque quelque chose. le froid et la neige. Il manque d'abord, il y a des sapins qui sont déplumés, donc c'est la première des choses. Et il manque le froid, il manque ce petit coup de froid qui fait qu'on aime avec le chocolat chaud, là, rentrer d'une marche en raquette ou dehors, bonne marche, puis dire bon chocolat chaud. Là, alors c'est ça Noël pour moi, Marc. C'est bizarre à dire, mais quelques jours avant son départ, je me disais que je ne l'avais pas appelé depuis plusieurs semaines, même si ça ne sert à rien de le dire, maudit que j'aurais dû, hein. J'ai rencontré Philippe à la fin 2008, quelques jours après qu'il soit venu au restaurant que je gérais à l'époque, à Boucherville. C'était le début de 16 ans d'échanges gourmands, amicaux, toujours bienveillants. Pour la petite histoire, il a voulu me demander pourquoi, moi, qui n'avais jamais travaillé en restauration, j'avais ouvert un restaurant avec mon ami chef, Stéphane. Il voulait me parler des îles où j'avais vécu comme lui, puis surtout, disons-le, Philippe voulait m'engueuler en quelque sorte d'avoir choisi d'offrir du beurre fouetté aux clients. Je vous le dis, le jour même, le beurre fouetté avait disparu des tables. Philippe, je ne rirai plus avec toi, je ne mangerai plus avec toi, je n'échangerai plus avec toi, je ne referai plus le monde gastronomique avec toi, mais je penserai à toi, souvent. Allez, bye l'ami. Merci Marc, merci à toi, merci beaucoup.